il paraît que nos chers élèves de l'éducation nationale ne sont pas capables d'avoir des attentions qui dépassent 35 minutes à cause du diable qui est présent dans les différentes machines qu'ils regardent pendant trop longtemps. Et nous allons vous demander de rester attentifs pendant 4 heures. Donc, c'est une bonne leçon que vous allez pouvoir nous offrir. Et nous recevons maintenant le célèbre Philippe-Jean Catinqui. Plutôt que de le présenter avec ma sauce, je vais lire le texte que j'imagine qu'il a lui-même rédigé. Mais il y a tellement longtemps. Cap-Corsin, né au sein d'une famille de musiciens, ça rime, Philippe-Jean Catinqui est, par ordre alphabétique, adepte de la course d'orientation et de la course en montagne, admirateur de Vladimir Nabokov et d'Italo Calvino, agrégé d'histoire, animateur de débats sur la littérature et l'histoire, auteur de livres pour la jeunesse et d'un essai sur les polyphénies corses, escrimeur, grand-père du petit Léo, journaliste au Monde, membre de différents jurys, j'arrive bientôt à la fin, rassurez-vous, je saute un peu, père de 3 enfants, régulièrement au musée Cluny, et spécialiste de Marguerite Yourcenar, et soucieux, point important, d'éviter les étiquettes réductrices. Une gageure, en somme. À toi. Le portrait était au départ écrit par moi, complété au fil du temps par Francis Cransac. J'en suis plus à 1 petit-fils, mais à 4. La vie avance. Pour le reste, je voulais juste dire que le seul intérêt pour moi d'avoir entendu ce rappel, c'est que mon titre, qui a posé problème à Francis quand je lui ai donné, Zénon ou l'ardeur, l'a perturbé. Pour moi, c'est un hommage à Vladimir Nabokov qu'on vient de mentionner, parce que Ada ou l'ardeur, pour moi, est un des plus beaux livres de Vladimir Nabokov. Et comme vous le savez, Ada, c'est la première lettre de l'alphabet, Zénon, c'est la dernière. Or, dans l'œuvre noire, le père de Zénon s'appelle Alberico. On passait chez Yourcenar de A à Z. Nous allons faire la même démarche. Bien, comme tout le monde n'a pas forcément eu le programme complet entre les mains, je ne vais pas forcément revenir sur la façon dont je présentais ma communication. L'affaire Ada nabokovienne étant réglée, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans La Voie des choses, qui est le dernier opus paru du vivant de Marguerite Yourcenar, quelques mois seulement avant sa disparition en décembre 1987, les photos de Jerry Wilson, son dernier compagnon de voyage, dialoguaient avec les pensées qui avaient accompagné l'écrivain tout au long de sa vie, dans des traductions ou même des leçons quand il s'agissait du français, parfois très libres. Et ainsi, dit-on, face à un fragment d'un mystique rénan anonyme, extrait de la Theologica Germanica, on pourrait penser que ça nous prépare à Zénon, rien ne brûle en enfer, sauf le soi. On pourrait se demander si vraiment le soi, dans une traduction du XIVe siècle, est vraiment pas un peu une erreur de chronologie. Cette pensée, donc, en face, venue d'Asie, le monde est en flamme, ô disciples. De quel feu est-il embrasé? Du feu du désir, du feu de la haine, du feu de l'ignorance. Et l'on sent que l'européenne, Marguerite Yourcenar, est tout entière sous la bannière de la formule bouddhiste, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on peut même parier, quand il s'agit de la sœur de Zénon, puisqu'elle considérait Zénon comme son frère. C'est comme dans toute l'œuvre de Marguerite Yourcenar, elle joue avec l'histoire, elle ne veut jamais s'en tenir captive, et elle va passer son temps à invoquer des références. On est là en plein sur l'alchimie, bien sûr, avec Zénon. Je ne vous fais pas l'injure de vous raconter l'œuvre noire, ça fait simplement que ce parcours d'un médecin flamand né en 1510 et qui se suicide dans sa prison en 1569 se découpe en 3 temps: la vie errante, la vie immobile, la prison. Donc on a une espèce d'enfermement. J'ai amené les 2 couvertures de folio. La première qui date de l'origine du passage en folio, qui montre un dessin qui prétend évoquer les transformations alchimiques et qui date de 1564, donc on est en plein dans la chronologie supposée de la fiction. Et cette autre couverture actuelle, à mon avis beaucoup plus judicieuse, c'est Le Retour des chasseurs de Bruegel, et ça montre bien à quel point l'alchimie est un cadre et en aucun cas le propos théoriquement historique. On va voir quand même qu'on va parler d'alchimie, mais pas à la façon d'une espèce de contrôle style profil d'une œuvre. Donc Yourcenar va systématiquement déjouer les gens qui diraient « Ah, Paracells, ah, Campanella, ah, Giordano Bruno, ah, Nicolas Flamel ». Elle dit ainsi, dans Les Yeux ouverts, livre d'entretien avec Mathieu Gallet qu'elle a publié en 1980, entre son élection à l'Académie française et sa réception, donc très grand succès public, les gens préférant lire les commentaires sur une œuvre que les œuvres elles-mêmes. Zénon n'est pas Savonarola, affirme-t-elle dans Les Yeux ouverts, je cite, « Je verrais plutôt Zénon comme certains jeunes gens errants de notre temps, quoique je n'ai connu que très peu qui est son ardeur. » Et dès qu'elle parle de Zénon, c'est l'ardeur qui arrive. Elle suggérera d'ailleurs, donc dans Les Yeux ouverts,
qu'il ne faudrait peut-être pas penser trop librement son personnage, et elle va donc nous proposer en quelques pages une solution des jeux. Ce qu'on a le droit de penser de Zénon, ce qu'on n'a pas le droit de penser, c'est typiquement Yourcenar qui passera son temps à essayer d'éviter qu'on regarde là où elle ne voulait pas qu'on regarde, mais elle était plutôt bonne joueuse, et quand on la coinçait, elle disait « soit ». Chacun fait sa vie avec un texte. Et elle présente Zénon dans le recueil d'entretien, donc en 1980, comme un personnage de flamme et de glace, voué au bûcher, semble-t-elle résumer, puisqu'elle dit « Dès sa naissance, au risque de tordre le texte original, c'est voué. » Je cite les yeux ouverts. « C'est une naissance nocturne, puisque les femmes lavent et emmaillotent l'enfant à la lueur, et elle rajoute prophétique, bien sûr dans le roman il n'y a pas ce mot-là, des bûches du foyer. » Elle prétend se citer. Si on va voir l'original, 12 ans plus tôt, le texte dit « Elle regarde avec indifférence les bonnes emmailloter cette petite masse brunâtre à la lueur des braises du foyer. Parler de bûcher quand l'enfant naît, c'est annoncer qu'il va être condamné à mort et à être brûlé. Les braises étaient beaucoup plus innocents. Mais comme entre-temps elle veut verrouiller son interprétation, elle se cite elle-même faux. Zénon est ainsi marqué d'emblée par son immense et harassante liberté, c'est encore un propos d'elle, en état d'étonnement et d'incertitude. C'est toujours la solution des jeux de 1980 qui nous l'affirme. Et ainsi, elle va justifier son suicide à la veille de son exécution. Elle s'abrite. « Je n'ai pas choisi pour lui, il fallait le laisser choisir jusqu'au bout. » Le suicide donc. Mais le texte dit, l'original de 68, « La victoire n'était pas encore complète, il s'est déjà coupé les veines, mais il a peur d'être surpris et donc de ne pas pouvoir choisir sa mort. La victoire n'était pas encore complète, il pouvait se faire qu'on entrât par hasard et qu'on le traînât deux mains sanglants et bandagés au bûcher. » Donc encore une fois, Yourcenar veut verrouiller alors que le texte est beaucoup plus intéressant. Le commentaire de 80 avait pourtant tempéré et explicitement dit « Il pourrait accepter d'être brûlé vif et songe que ce ne serait pas une mort plus extraordinaire que si son vêtement avait pris feu quand il travaillait auprès de son fourneau d'alchimiste. » Les risques du métier en somme. Parlons-en du métier. Est-il vraiment alchimiste, Zénon, même si un passage que je vous lirai tout à l'heure semble l'affirmer? En fait, quand on lit l'œuvre noire, Zénon étudie sans cesse, mais ne quête en aucun cas la transmutation des métaux. C'est même pas ce que les puissants vont lui demander au fil du roman. Il soigne, il évite la notoriété. Quand il approche les puissants, il s'en écarte au plus tôt, que ce soit à la cour de Suède ou que ce soit à la cour de France. Il établit des horoscopes, mais n'y accorde aucun crédit. Et quand il est chez Gustave Vasa, et qu'il fait des pronostications sur l'avenir, je dis là, c'est pas trop favorable, le prince Éric va pas apprécier, hop, il modifie ça. Donc il ne croit absolument pas à l'exercice qu'il est censé pratiquer en spécialiste et en érudit. Yourcenar, toujours soucieuse de tout verrouiller, continue en 1980 à dire « Je n'ai pas été très exact, pas plus que Zénon, je ne prends l'astrologie tellement au sérieux. » Eh bien, je confirme qu'elle ne le prend pas au sérieux. Parce que dans Les Yeux ouverts, elle affirme que Zénon est né le 27 février, et elle précise « j'ai fait dresser la carte de son ciel, c'est le glissement silencieux dans l'abîme. » Tu parles. Si on lit le roman, il est né le 24 février. Donc si elle a fait l'horoscope du 27, ça ne peut pas vraiment marcher. Méfiance donc, quand on ouvre l'œuvre noire, il faut toujours rester vigilant, parce que Zénon va se dérober à notre analyse autant qu'on peut le faire. Zénon est un observateur, un curieux, sans tabou. Est-ce vraiment un homme du XVIe siècle, au sens où elle veut nous le mettre en scène? Moi, j'ai des doutes, on va essayer de regarder ça ensemble. Il y a une scène primitive dans le lien entre Zénon et le feu, puisque mon choix est de le voir comme un personnage ardent, c'est la rencontre avec les charbonniers. Le passage est un peu long, je vais peut-être vous le couper un peu en route, mais il est important parce qu'il met en place tout ce qui est l'imaginaire du feu, quand en 1530, on jette un personnage dans un monde en train de se déchirer confessionnellement. Au crépuscule, donc il a 20 ans, il est allé faire une balade dans la forêt. Au crépuscule, il remarqua, je rappelle que Zénon est le fils bâtard d'un cardinal et d'une héritière d'une famille riche, et comme il est né sans père, et que son père ne sait même pas qu'il est né, puisque le père est assassiné pour des problèmes genre cour des Borgia à suite et fin, il ne sera pas véritablement en situation d'être installé dans la société de son temps. Au crépuscule, il remarqua sur la mousse la trace d'un charroi d'arbres abattus. Je souligne moi là, une fumée le conduisit dans la nuit déjà sombre à la hutte des charbonniers. Être guidé par une fumée dans le noir, c'est quand même assez fort. 3 hommes, un père et ses 2 fils, bourreaux des arbres, maîtres et serviteurs du feu, obligeaient celui-ci à consumer lentement ses victimes, changeant l'humide bois qui siffle et tressaille en charbon qui garde à jamais son affinité avec l'élément igné. Je saute un peu, toujours dans la même rencontre. Tard dans la nuit, étouffant dans leur hutte enfumée, il se leva pour sa coutumière observation des astres et sortit
sur l'air calciné qui, dans la nuit, semblait blanche. On est déjà passé du noir au blanc, ça nous rappelle un certain processus. Le bûcher des charbonniers ardait sourdement, construction aussi parfaite que les fortins des castors et les ruches des abeilles. Une ombre bougeait sur champ rouge. Le plus jeune des deux frères veillait sur la masse incandescente. Zénon l'aida à séparer à l'aide d'un croc les rondins s'embrasant trop vite. Véga et Déneb étincelaient entre les fêtes des arbres. Les troncs et les branches occultaient les étoiles placées plus bas dans le ciel. Leclerc pensa à Pythagore, à Nicolas de Cusa, à un certain Copernic, dont les théories récemment exposées étaient ardemment accueillies ou violemment contredites à l'école. Et un mouvement d'orgueil le prit à l'idée d'appartenir à cette industrieuse et agitée race des hommes qui domestique le feu, transforme la substance des choses et scrute le chemin des astres. Voilà, Yourcenar, en une page, ça doit être la 20e du roman, a évacué tout ce qui était prévisible quand on évoque l'alchimie, l'héritage antique, les débats du temps, y compris des textes qui ne seront pas publiés parce que trop dangereux pour ne pas attirer le risque de bûcher à leur auteur. Puisque je vous rappelle que Copernic ne verra ses textes essentiels publiés que l'année qui suit sa mort. On n'est jamais assez prudent. Le feu arde partout dans l'œuvre noire. Le feu d'abord fortuit qu'on relève dans la vie quotidienne. J'ai choisi 2 exemples, parce qu'il y en aurait vraiment trop, c'est l'un des mots les plus fréquents du texte, ardent, bûcher, flamme, à chaque extrémité de la fiction. Du temps de l'anabaptisme au départ, on est toujours vers 1530, ça fait 5 ans que la ville de Münster, qui était le cœur de l'anabaptisme, a été éradiquée par la volonté de reprise en main de son évêque, et à la fin de l'ouvrage, quand la crise iconoclaste de 1566 et suivant, Zénon meurt 3 ans plus tard, va mettre à feu et à sang les Pays-Bas espagnols, qui seront plus tard les Provinces-Unies. Premier exemple, 1530. Sitôt la Grande Route, il retrouva le bruit et les cris du siècle. Une bande rustique excitée, avec des seaux et des fourches. Une grosse ferme isolée brûlait, incendiée par un de ces anabaptistes qui maintenant pullulaient et mélangeaient la haine des riches et des puissants à une forme particulière d'amour de Dieu. Ça flambe, Zénon n'y est pour rien, il observe. 35 ans plus tard, Florian, qui est un jeune prêtre jeune moine qui va être mis en cause dans une affaire de secte amoureuse hérétique, le frère Florian partait bientôt pour Anvers, où l'on reconstruisait son couvent, brûlé naguère par les briseurs d'images. Donc ça flambe autour de lui, indépendamment de lui. Mais aussi et surtout, le feu est la sanction officielle et pas seulement un délit criminel dans l'œuvre noire. Dans les esprits, bien sûr, et là, on craint le feu. Je prends un exemple dans la maison très cossue des Fugueurs, où Bénédicte et sa cousine Martha ne savent pas quel dieu croire, puisqu'on est dans les années 1540, la peste va passer par là et régler le problème, entre elles deux. Se mettre avec elle du côté des mécréants, qu'on mutile et qu'on brûle, et renoncer pour se mêler des querelles de l'Église à ce silence modeste qui sied si bien aux filles. Donc si Bénédicte refuse de se marier, d'abord elle rompt le pacte avec sa position sociale, mais surtout elle prend le risque d'être du côté des mécréants qu'on mutile et qu'on brûle. Bûcher féminin, on n'en aura pas d'autre dans le roman, mais là, c'est simplement la projection de Bénédicte. Ou alors, bien sûr, la persécution réelle. En général, on est condamné au bûcher pour hérésie. Sur les textes, d'abord. Condamnation. Ordre était donné, les textes sont brûlés, ordre était donné par la saisie des prothéories, c'est un texte de Zénon, et leur destruction par la main du bourreau. Mais aussi, c'est plus insidieux, via l'autocensure. Zénon sait que son texte est condamné au bûcher. Il envisage d'écrire à la régente de France, Catherine de Médicis, dont, ceci dit, d'après le carnet de notes de l'œuvre noire, on sait qu'elle a pensé à en faire un cousin, puisque le fameux Alberico de Numi, le père de Zénon, est apparenté aux Médicis. Donc, du coup, Zénon va voir sa cousine, qui ne sait pas qu'il est son cousin, lui ne voulant pas de cette filiation-là. Il est bâtard absolu, il n'aura pas de lien efficace. Et donc, quand il envisage de demander l'aide de la reine-mère, il fait une épître dédicatoire. Mais il est Zénon, donc au petit matin, il se leva de son siège, s'étira bâilla et jeta au feu ses feuillets et la plume dont il s'était servi. Nous verrons que c'est exactement ce qu'il fait comme médecin quand il jette les charpies et les gants ou autres qu'il a pu utiliser en soignant les gens contaminés par la peste. Donc pour lui, se débarrasser d'un texte comme se débarrasser d'un germe putride, c'est la même action. Plus radical encore sur le corps des hommes, le travail du feu. Depuis qu'Étienne Dolé, son premier libraire, avait été étranglé et jeté au feu pour opinion subversive, Zénon n'avait plus publié en France. Et même
Anticipation préventive, lorsque Zénon impose l'épreuve du feu à Cyprien pour le ramener à les raisons. Cyprien est le jeune moine qui a fait une espèce de communauté d'amour libre entre des jeunes femmes de la bonne société et les moines en rut. Et voilà ce que donne l'épreuve que Zénon lui impose. Une poignée de charbon ardent brûlait dans un réchaud sur l'appui de la fenêtre. On s'en servait pour faire fondre la gomme des collyres. Zénon saisit le garçon par la main et l'entraîna vers la petite flamme. Un long instant, il lui maintint le doigt au-dessus de la masse incandescente. Cyprien pâlit jusqu'aux lèvres, qu'il se mordit pour ne pas crier. Zénon était à peine moins pâle. Il lui lâcha aussitôt la main. « Comment supporterez-vous sur tout votre corps la même flamme ?» On peut donc être condamné pour hérésie. On peut l'être aussi pour athéisme, au terme d'une gradation que je vous laisse apprécier, qu'on aurait pu développer, mais là je vous en dispense. Les dissidents bannis, les joueurs et les débauchés punis de mort, les athées justement promis au bûcher. Fermez le banc. Troisième raison d'aller cuire en place publique, le déclassement. Grossir la bande d'exilés pleurards et de gueux extatiques qui rôdaient de ville en ville, honnis des gens de bien et qui finissaient sur la paille, celle des cachots ou celle des bûchers. Dernier cas dramatique, la sodomie. Il allait de soi qu'on put brûler pour avoir aimé Gerhardt, tout comme on pouvait griller pour lire la Bible en langue vulgaire. Mais là, Yourcenar précise, enfin pour Zénon, ces lois inopérantes par la nature même de ce qu'elles prétendaient punir ne touchaient ni aux riches ni aux grands de ce monde. Théorie et pratique. Et de citer, à la page suivante, le cas de 9 moines augustins brûlés ainsi à Gand, je cite, après des tortures inouïes pour satisfaire à l'excitation des badauds ameutés contre les gens d'église. Alors quel chemin pour Zénon au milieu de cette mer de périls qu'il encourt quasiment tous? Il n'est pas vraiment athée, mais il n'est pas vraiment croyant, il est sodomite à ses heures, et il va donc a priori avoir tous les risques de se retrouver sur un bûcher. Profession de foi, qui vient de la rencontre avec son cousin Henri-Maximilien Ligre. Vous le savez peut-être, l'œuvre noire commence par une rencontre des deux cousins sur la route. L'un veut oublier la banque, oublier les affaires et devenir soldat parce que c'est le temps de Charles Quint, on vient de battre les Français à Pavie, il s'agit de gagner sa gloire par les armes. Zénon, lui, l'obscurité, l'observation du monde et l'anonymat. Et donc quand il le retrouve à Innsbruck, quelques années plus tard, ils font le point. Et Zénon dit à son cousin, « J'ai rêvé mes songes, je ne les tiens pas pour autre chose que des songes. Je me suis gardé de la vérité une idole, préférant lui laisser son nom plus humble d'exactitude. Mes triomphes et mes dangers ne sont pas ceux que l'on pense. Il y a d'autres gloires que la gloire et d'autres bûchers que le bûcher. J'ai presque réussi à me défier des mots. Je vous mourrai un peu moins sot que je suis né. » N'oublions pas qu'il a commencé par dire, au tout début du roman, qui est assez sot pour ne pas faire le tour de sa prison. Et bien là, il s'agit de travailler sur le vocabulaire, ce qu'on a fait sur la géographie. Voilà qui va bien, dit en bâillant l'homme de guerre. Donc c'est son cousin qui lui répond. Mais le bruit public vous prête une réussite plus solide. Vous faites de l'or. Ah, enfin, on en vient à l'alchimie dans le roman. Il était temps. Non, dit l'alchimiste. Vous voyez, Yourcenar, elle lui fait répondre non, mais elle le traite d'alchimiste, qui prouve encore une fois qu'on passe son temps à jouer avec les codes et avec les présupposés des lecteurs. Mais d'autres en feront. C'est affaire de temps et d'outils adéquats pour mener à bien l'expérience. Qu'est-ce que quelques siècles? Et tant pour la temporalité, bien sûr, on retombe sur nos pattes quand Henri-Maximilien répond « Fort longtemps, s'il s'agit de payer l'écho de l'agneau d'or, fit plaisamment le capitaine. » Donc, on en restera là. Zénon n'est pas un alchimiste, même si on va le dire, rien dans sa pratique ne nous permet de penser qu'il rentre dans la fabrication de ces 3 étapes qu'Anne-Marie Escoffier nous précisait tout à l'heure. Pourtant, la transmutation est à l'œuvre, mais sur Zénon lui-même, et en aucun cas dans la pratique de sa création. Le chef-d'œuvre qu'il veut atteindre, ce n'est pas la production de quelques transubstantiations, c'est l'accomplissement de son destin. Et là, on voit en quoi Zénon est un double d'un homme du XXe siècle, et en aucun cas comparable à la mentalité à l'œuvre dans les Flandres du XVIe. Reste donc le secours de recevoir le rapport de Zénon au feu, et d'abord, ou même de Yourcenar, et le rapport à la lumière qui est positive, avant le bûcher, si elle est secrète, si elle est discrète, si elle est intime. Je ne reviens pas sur le cas d'Albérico et de Ilsonde, les parents de Zénon, qui vont se connaître dans la chaleur d'une étuve avec quelques bougies seulement pour les éclairer, mais Zénon en naîtra. On y reviendra tout à l'heure. Reprenons Martha et Bénédicte, les deux cousines qui vont affronter la peste et dont l'une, malheureusement, va mourir à Cologne en 1548, même si un médecin anonyme viendra au chevet de Bénédicte, ce médecin n'étant autre que Zénon, bien évidemment. Donc, on est dans la maison des Fugueurs, on est à Cologne, il y a bien une veilleuse au pied de la Vierge de l'escalier, mais Johanna,
la gouvernante, on veut dire, enfin la servante qui est restée au service de Martha, la souffle, car elle est secrètement anabaptiste, et dès qu'elle voit une lueur au pied de la Vierge, une veilleuse, elle la souffle. Donc la veilleuse n'est pas forcément un gage de protection, elle peut même être déniée. Mais en général, elle est protectrice. Un livre de Calvin, les deux cousines le lisent, la nuit, à la lueur d'une chandelle. Et parfois même, ça va plus loin, parce que la lueur, ça serait presque trop. Et un peu plus loin, elles relisaient la Bible à voix basse dans leur chambre sans feu. Donc on n'allumera pas la cheminée, c'est encore plus secret. Seule veillait dans une chambre haute, au cœur des deux jeunes filles silencieuses, la froide ardeur de la réforme. La lumière se fait petite, minuscule, éteinte, l'ardeur est devenue interne, mais elle est froide. Et c'est celle de la réforme. Une ardeur donc à l'efficacité contestable et qui n'est pas sans ambiguïté. Bénédicte, quand elle va mourir de la peste, est atteinte d'une soif ardente, pour le même adjectif, qui la brûlait. Sur des images de cerfs bibliques buvant à une source d'eau vive, elle meurt quand même. Donc ça ne sauve en aucun cas. Même fragilité dans la promesse pour l'esprit comme pour le corps. Est-ce que la petite chandelle, la petite lueur est le gage qu'on peut s'en sortir ? Ce serait paradoxal parce que Le Havre, à Bruges, où Génon se retire sous un faux nom, un nom d'emprunt, et d'ailleurs j'étais ravi que hier, en évoquant l'évangile selon Thomas, mon maître de séance évoque le fait que le Christ pouvait être la flamme, parce qu'effectivement, à Bruges, le seul lien de la ville où lui parut brûler une pensée libre était paradoxalement la cellule du prieur des Cordeliers. Or, on va voir que cette flamme qui lie Le Havre et le Recours, elle va passer du prieur, incidemment, à Zénon lui-même. On va le démontrer tout à l'heure. L'Orgie des anges, ces jeunes gens qui font une fête charnelle dans les étuves, nuitamment à Bruges, et au risque de leur vie, je cite la citation de la scène, « Les cierges brillent et s'éteignent, et chacun suit le désir de son cœur. » Petite lumière, extinction, on va au plus profond. Pourtant, Zénon fait bien plus que de jouer avec le feu. Il en est issu, dès sa conception, qui est placée sous le signe du feu. Quand Albérico veut séduire Ilsonde, une servante subordonnée introduit Messer Albérico dans l'étuve où Ilsonde frottait ses longs cheveux crépelés. Connivence confirmée par, le soir, assis devant le feu, l'amant et l'amante regardaient ensemble une grande améthyste apportée d'Italie où l'on voyait les satyres embrasser les nymphes. L'améthyste, un quartz violet quasi épiscopal pour cet homme qui finira cardinal. Il répondra en finale du livre « L'étuve des anges », toujours cette même étuve. Je cite « Une chambre magique, la grande flamme sensuelle, transmutait tout comme celle de l'athanor alchimique et valait qu'on risquât celle du bûcher, tout en un. La blancheur des corps nus luisait comme ces phosphorescences qui attestent la vertu cachée des pierres. Zénon est voué au feu. Quand il se regarde, il voit sur son corps les traces même de cette appartenance et de son rapport au monde. Le rougeoiement de l'âtre teignait ses mains tachées d'acide, marquait çà et là des pâles cicatrices de brûlure, et l'on voyait qu'il considérait attentivement ces étranges prolongements de l'âme, ces grands outils de chair qui servent à prendre contact avec tout. Et en fait, le feu est son complice privilégié, parce que ce soit un âtre, un poêle, un bûcher, c'est aussi un refuge pour Zénon, et ça très tôt. Quand Zénon, tout petit, refuse le père qui pourrait être le sien quand Ilsonde se met en ménage avec Simon Adriensen, je cite, « L'enfant poussé par Ilsonde vers ce visage barbu et ridé où une verrue tremblait sur la lèvre, cria, se débattit et s'arracha farouchement à la main maternelle et à ses bagues qui lui froissaient les doigts. Il prit la fuite. On le retrouva le soir, caché dans le fournil, s'il y a un lieu ardent, c'est bien celui-là, au fond du jardin, prêt à mordre le valet qui le retira en riant de derrière un tas de bûches. Bûcher, vous voyez, on est déjà là. Tout enfant, en plus, un peu plus tard, sous le manteau de la cheminée de la rue Hollen, c'est la maison d'Éligre, il se souvient avoir entendu parler de ces assemblées où les fidèles se connaissaient dans la chair. Autrement dit, ce qu'il vivra à la fin de sa vie, il en a entendu parler petit où, à l'abri du feu. À 20 ans, c'est la même chose. Lorsqu'il y a une grande réception chez son oncle pour la régente Marguerite qui vient en visite, c'est le poste d'observation et d'initiation, l'âtre. Il entra et s'assit dans la cheminée qu'on avait festonnée de feuillage et regarda autour de lui Saint Olympe humain. Il est hors de l'Olympe, il regarde les dieux, il ne s'y intéresse pas, il est en repérage. Et son oncle, Henri Juste-Ligre, signale son neveu rancogné dans l'âtre. Posture qu'il retrouve lors de la conversation à Innsbruck, quand il retrouve son cousin 30 ans plus tard, face à Henri-Maximilien. Zénon traçait du bout du tison des figures dans la cendre, donc
il mélange sa pratique kabbalistique avec l'usage classique de la cheminée, et le développement nous donne le sens. La curiosité renaît, et l'envie d'user du talent qu'on possède est celle de secourir, normal pour un médecin, s'il se peut, les compagnons engagés avec nous dans cette étrange aventure. Il faut sauver les hommes. Complicité du médecin avec le poil, les bouts de charpie, quand il soigne les pestiférés, la cuillère et les gants dont il s'était servi prirent le même chemin. On avait vu ça tout à l'heure pour ces textes. Alors en fait, Zénon, tout bêtement, est le feu. Il y a une grande citation qui peut peut-être tronquer selon ce que me permet mon maître de séance, mais c'est absolument fondamental parce qu'en un seul morceau, Yourcenar dit à quel point Zénon est le feu et ne travaille pas avec le feu. Pas seulement par son aspect, parce que son grand corps sec, qui paraît fugace et échappe aussitôt, pourrait faire penser à une flamme, pas seulement à cause de sa langue houppelante, perçue selon les passages comme brune, rouge ou sombre, et selon les témoins aussi. Donc, Philippe Jean, on va pas châtrer Madame Yourcenar, donc tant pis, on aura un tout petit peu de retard pour le déjeuner. Je vais essayer d'être efficace, puis j'en enlever un peu. Voilà, mais écoutons Madame Yourcenar, quand même, elle vaut la peine. Ramené à l'élément dont il s'était de tout temps senti une parcelle, il tournait sa méditation vers le feu, sentant en soi cette chaleur modérée et béate que nous partageons avec les bêtes qui marchent et les oiseaux qui traversent le ciel. Il pensait au feu dévorant des fièvres qu'il avait souvent en vain essayé d'éteindre. Il percevait le bond avide de la flamme qui naît, la joie rouge du brasier et sa faim en cendres noires. Osant aller plus loin, il ne faisait qu'un avec cette implacable ardeur qui détruit ce qu'elle touche. Il songeait au bûcher, tel qu'il en avait vu à l'occasion d'un acte de foi dans une petite ville de Léon, au cours duquel avaient péri 4 juifs, accusés d'avoir hypocritement embrassé la religion chrétienne, sans cesser pour autant d'accomplir les rites hérités de leur père, et un hérétique qui niait l'efficacité des sacrements. Il imaginait cette douleur trop aiguë pour le langage humain. Il était cet homme ayant dans ses narines l'odeur de sa propre chair qui brûle. Il toussait, entouré d'une fumée qui ne se dissiperait pas de son vivant. Il voyait une jambe noircie se lever toute droite, les articulations léchées par la flamme, comme une branche se tordant sous la hotte d'une cheminée. Il se pénétrait en même temps de l'idée que le feu ainsi que le bois étaient innocents. Il se souvenait le lendemain de l'acte de foi, ça je coupe un peu, mais je vais vers la fin. Il avait souri autrefois de ses superstitions de kabbaliste, en parlant de personnages que j'ai manqué d'évoquer. Suant d'angoisse, il levait la tête, et si la nuit était assez claire, considérait à travers le carreau, avec une sorte de froid d'amour, le feu inaccessible des astres. Et encore une fois, en un seul passage, elle nous envoie son message entier. Les dernières visions de Zénon à l'agonie lui offrent l'autre mort qu'il a refusée, car pour Yourcenar, on ne meurt que seul. Accompagnons-le cependant dans ce délire. Des bribes d'images se tordaient dans cette tempête. Non, il s'est ouvert les veines, il est en train de mourir. Des bribes d'images se tordaient dans cette tempête, arrachées à l'autodafé d'Astorga, 37 ans plus tôt, aux récents détails du supplice de Florian, aux rencontres fortuites avec les hideux résidus de la justice exécutive au carrefour des villes traversées. Car pour Yourcenar, on ne peut mourir que seul. Donc tout ça, ce ne sont que des visions alternatives. Déjà, tout était dit dans Feu, un recueil au nom prémonitoire qu'elle a écrit en 1935 et publié en 1936. Solitude, je ne crois pas comme ils croient, je ne vis pas comme ils vivent, je n'aime pas comme ils aiment, je mourrai comme ils meurent. Ce pourrait être de Zénon, c'est en tout cas une conclusion, et ce sera la mienne. Merci. Merci Philippe Jean Catinqui de nous avoir transmis ta passion pour ce texte, ta passion pour Marguerite Yourcenar. En t'écoutant, je me suis bien rendu compte que tu représentais parfaitement bien ce qu'on pourrait appeler l'esprit des rencontres de l'Aubrac, c'est-à-dire ce mariage qui a probablement été célébré par le feu, ce mariage entre l'érudition et l'humour. Xavier Laurent, je vais lui piquer sa place. Et en t'écoutant lire, je me suis rendu compte que tu abordais la littérature, que tu lisais les textes avec le plaisir d'un gastronome. Et grâce à cela, donc, ça nous a mis l'eau à la bouche. Merci pour tout cela. Quelques questions avant les interventions suivantes. Si vous avez des questions sur Zénon, Yourcenar, le feu, l'alchimie. Je suis désolé si je vous ai cassé votre rêve en pensant que Zénon est un alchimiste. Non. Ben, on va gagner du temps alors, s'il y a une question. Oui, il y en a une là-bas. Monsieur Debout, là. Merci, oui, c'est plutôt une réflexion qu'une question. Lors de l'intervention de Mme Escoffier, il a été question
l'interprétation de l'alchimie par Jung, qui en fait une démarche plutôt psychologique. Et ici, en résonance, on nous présente Zénon comme n'étant pas un alchimiste, puisqu'il opère plutôt une transmutation sur lui-même. Et que de procéder à des opérations alchimiques proprement dites. Mais je me demande si, dans la mentalité traditionnelle, c'est-à-dire pré-moderne, l'un et l'autre aspect ne sont pas intimement mêlés et qu'il est impossible de les distinguer. Et je crois que c'est toute la difficulté pour nous, modernes. Nous sommes dans une pensée de la séparation et de la distinction. Et je pense que c'est de là que vient ce besoin que nous avons de distinguer entre les deux types d'opérations. On n'est pas obligé de nous distinguer, voilà. C'est elle qui a besoin de ça. C'est Yourcenar qui a besoin de ça. Donc, je pense c'est un auteur moderne. Oui, en tout cas, elle aborde le sujet, elle le contextualise, elle l'historicise au maximum, mais elle ne veut en aucun cas être piégée parce qu'elle pressent être une vision du monde qu'elle ne veut pas mettre en jeu. Donc elle sait la plupart du temps que Zénon ne peut pas penser comme il pense au moment où elle le situe, mais elle n'en a rien à faire d'abord parce qu'elle est créatrice et que le créateur fait ce qu'il veut. Moi je me souviens quand on avait des échanges sur des erreurs qu'elle commettait, par exemple, elle disait le sac de Rome en 1525, c'est 1527, je lui disais on pourrait peut-être corriger, les lecteurs ont le droit d'avoir une bonne information, elle me disait soit ils sont cultivés et ils le savent, soit ils ne sont pas cultivés, ils ne le savent pas, et à quoi bon ? C'est terminé. Donc je pense qu'il faut quand même bien voir que chez Yourcenar, il y a une façon, à un moment donné, de tordre la plausibilité avec un énorme respect de la doc. Son Adrien est un personnage du IIe siècle plausible, mais dans le détail, il ne peut pas vraiment penser comme il écrit ses mémoires. Donc j'entends votre argument, je pense que simplement... au XVIe siècle, quelqu'un qui rentre dans la démarche alchimique est forcément un peu tenu par un processus auquel il croit ou auquel il adhère. Zénon n'adhère pas vraiment aux expériences alchimiques ou même aux expériences faire des horoscopes qu'on l'a vu faire, mais c'est parce que Yourcenar le veut libre. Elle veut même le libérer de choses qui ne sont pas vécues comme des contraintes par un esprit du XVIe. Oui. Non, j'apportais une réflexion au sujet de l'alchimie prémoderne, mais je vous suis complètement quand vous dites que le personnage de Yourcenar est un personnage du XXe siècle. Donc nous sommes d'accord. Bon, hop. C'est tout bon. Bien. Eh bien, écoutez, merci encore.